Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter la dernière extension donc en date pour le jeu de plateau Le Trône de Fer, donc l'extension Mer des Dragons qui est sortie en 2019. Alors, qu'est-ce que nous amène cette nouvelle extension et comment on y joue? Alors, dans cette nouvelle extension, il va y avoir deux modules différents qui peuvent se jouer ensemble ou se jouer séparément. Le premier module va être l'arrivée de deux nouvelles familles, les Aeryn et les Targaryens, qui vont nous permettre de jouer jusqu'à 8 joueurs. Le deuxième module va être le module des vassaux, qui va nous permettre de jouer à moins donc de 8 joueurs ou moins de 6 joueurs. Dans la version de base du jeu, il y avait déjà une option pour jouer à moins de 6 joueurs. Eh bien, le module des vassaux va remplacer cette option, amener une nouvelle façon de jouer à moins de 8 ou de 6 joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte de cette extension? Eh bien, déjà, on trouve un nouveau plateau. Comme on voit ici, il y a maintenant le plateau d'Essos qui arrive, qui est apposé sur le côté droit du plateau de base, avec le territoire d'Essos. Et en haut, ici, nous avons un petit module pour la banque de fer. Donc ce plateau se joue uniquement avec la famille Targaryen. Nous allons aussi avoir de nouveau, effectivement, concernant les deux nouvelles familles, donc de nouveaux écrans pour les deux nouvelles familles, avec au dos le petit set de mise en place. Chaque famille va aussi arriver avec son lot d'unités, comme pour les autres familles. Donc il va y avoir le bleu clair pour les Aeryn, le violet pour les Targaryens. A noter qu'il va y avoir des nouveaux jetons et des nouvelles unités, en particulier le dragon, pour les Targaryens. Ces deux nouvelles familles vont aussi arriver forcément avec leur set de cartes. Donc 7 nouvelles cartes pour les Aeryn, qui vont concerner la version, qui vont s'additionner à la version de base. Et pour les Targaryens, il y aura deux sets différents. Il va y avoir un premier set avec en bas ici une lettre A qui va se jouer donc en addition de la version de base. Et il va y avoir un deuxième set avec cette fois en bas. Alors, si ça peut faire le zoom, un petit B qui va être inscrit en bas à droite, qui, ce set de cartes va se jouer pourra se jouer avec l'extension Une danse avec les dragons. Nous avons aussi, concernant toujours la famille Targaryen, si on joue avec la famille Targaryen, un nouveau paquet événements pour la phase Westeros, avec des événements qui, eux, vont impliquer les Targaryens. Je détaillerai plus tard. Pour jouer avec la famille Aeryn, nous allons avoir deux nouveaux modules de territoire à mettre. Un module terrestre et un module ici, du coup, maritime. Si je mets au bon endroit, ça sera mieux. Hop. Donc, si on joue avec les Aeryn, nous poserons ce nouveau module sur la carte. Je détaillerai plus tard. Nous avons aussi, toujours si on joue avec les Targaryens et la banque de fer, nous allons avoir trois nouveaux ordres maritimes. Quand nous jouons avec la banque de fer, nous allons avoir des petites cartes avantages, donc qui seront apposées sur le module de la banque de fer. Je détaillerai les règles un peu plus tard. Toujours dans le jeu à 8 joueurs, nous avons une extension pour la piste d'influence, donc on viendra mettre au bout de la piste d'influence.
Voilà pour la partie qui va concerner l'extension jusqu'à 8 joueurs. Et pour l'extension des vassaux, nous allons avoir des petites cartes d'aide de jeu pour la mise en place des vassaux. Nous allons avoir un set de cartes qui va concerner des personnages plus ou moins annexes de la série, mais qui vont servir pour la phase des vassaux. Et nous allons avoir différents jetons d'ordre qui serviront aussi pour les vassaux. Donc ce sont des ordres voilà, qui des fois peuvent comporter plusieurs possibilités. Nous verrons ça en détail. Donc voilà pour la présentation générale de cette extension et pour la présentation du matériel. Je vais maintenant vous expliquer donc en détail, je vais vraiment séparer l'explication par module. On va d'abord voir l'explication pour la partie à 8 joueurs et on verra ensuite l'explication pour les vassaux. Alors voyons rapidement la mise en place de cette extension. Première chose à rajouter va être forcément donc le plateau des sauces que nous venons rajouter à droite du plateau de Westeros. L'inconvénient majeur de cette extension est que les deux continents sont séparés par cette piste. Ça aide vraiment pas à la lisibilité des lignes pour les territoires maritimes. Ça casse vraiment la lisibilité et ce n'est pas très agréable à jouer. C'est vraiment le gros défaut de cette extension. Alors, avec le plateau Essos, donc vient aussi le module de la banque de fer. On place l'ensemble des cartes banque de fer sur l'emplacement le plus à droite, ce qui va nous donner la pioche. Ensuite, on vient placer le module d'extension pour les pistes d'influence en bout de plateau. On ajoute le paquet numéro 4 d'événements à la phase de Westeros. Pour les cartes sauvageons, on garde donc le paquet de base, on garde la même installation que sur la règle du livret de base. Ensuite, chaque famille va pouvoir faire son installation. Pour les 6 familles de base, chacune de ces familles reprend le matériel qui est dans la boîte d'origine. Tout le matériel qui va bien, les unités militaires, les jetons d'ordre, tout ce qui correspond au matériel des familles. Ils vont procéder à la mise en place des unités comme décrit derrière leur écran. Idem pour la famille Aeryn et la famille Targaryen. On fait les mises en place des unités comme décrit derrière les écrans. À noter aussi qu'avant, pour la famille Aeryn, il va falloir rajouter les deux modules, donc le module de territoire terrestre et le module de territoire maritime, pour créer des nouveaux territoires pour pouvoir jouer avec la famille Aeryn. Le Targaryen, lui, va devoir aussi en plus rajouter des dragons donc sur chaque numéro pair de la piste de contour. Donc un petit jeton dragon sous le numéro 2, sous le numéro 4, 6, 8 et 10. Quand on joue avec les Targaryens, ne pas oublier de rajouter un petit jeton de force neutre sur Braavos et aussi rajouter un jeton de loyauté sur Port-Réal. Le jeton de force neutre de Port-Réal, lui, est conservé. Forcément, le jeton de force neutre des aérés, lui, est supprimé. Sinon, chaque famille garde toujours ses jetons, donc garnison, dans ses zones de départ. Pareil pour les Targaryens et la famille Aeryn, ils ont aussi leurs jetons de garnison dans leur zone de départ. Pour les pistes, donc pour la piste de victoire, idem, chaque famille va se référer donc au positionnement mentionné derrière leur écran. Idem pour la piste de ravitaillement, c'est détaillé derrière l'écran. Par contre, pour les pistes d'influence, on va suivre l'installation
décrits dans le livret de règles de l'extension. Là, on ne se réfère pas aux écrans pour, en tout cas, les 6 familles qui sont présentes dans la version de base. Pour les cartes joueurs, si on joue avec la version, donc les familles de base, nous allons prendre le paquet donc, de cartes de l'extension Mer des Dragons, le paquet de cartes Aeryn présent dans l'extension Mer des Dragons. Et nous allons aussi prendre pour les Targaryens le paquet donc avec un petit A en bas à droite. Vous pouvez jouer aussi avec l'extension Une danse avec les dragons, avec les cartes de l'extension Une danse avec les dragons. Pour la famille Aeryn, vous allez prendre le paquet de cartes qui est dans l'extension Un festin pour les corbeaux. Je n'ai pas cette extension, donc je ne peux pas vous montrer le paquet de cartes. Et pour la famille Targaryen, vous allez prendre le paquet de cartes avec le petit B en bas. La mise en place des unités sera la même. Il n'y a pas d'alternative dans le livret de règles de l'extension pour jouer avec la mise en place des unités d'une danse avec les dragons. On va utiliser les cartes Une danse avec les dragons, Un festin pour les corbeaux, mais en jouant avec cette mise en place. Il y a des forums sur internet, principalement anglo-saxons, qui ont commencé à créer un peu des alternatives donc de mise en place pour jouer avec la mise en place d'une danse avec les dragons et créer des alternatives pour la famille Targaryen et la famille Aeryn. Je n'ai jamais joué avec cette mise en place. Si certains ont essayé, ont testé et ont leur avis à donner, je serais très ravi de savoir de quoi il en retourne à ce sujet. Voilà pour la mise en place donc, de cette extension. Alors, le jeu va se jouer de la même manière que dans sa version de base. C'est-à-dire que nous allons jouer aussi ici jusqu'en 10 tours et il y aura le même nombre de phases par tour, c'est-à-dire la phase Westeros, la phase de programmation et la phase d'action, excepté au tour numéro 1 où il n'y aura pas ici aussi de phase Westeros. Dans toutes ces phases, les règles sont sensiblement les mêmes. Dans la phase Westeros, il va y avoir donc l'ajout du paquet numéro 4, mais nous allons donc bien résoudre cette phase de la même manière, c'est-à-dire que nous prenons la carte du dessus de chaque paquet à partir du tour numéro 2, nous les découvrons, nous regardons s'il y a des symboles sauvageons imprimés sur ces cartes. S'il y en a, nous faisons augmenter la piste sauvageon. Si le curseur arrive sur le numéro 12, nous donc réglons une attaque de sauvageon. Ensuite, si le curseur n'arrive pas jusqu'au 12, on résout les cartes donc une par une dans l'ordre. Tour, donc paquet numéro 1, paquet numéro 2, paquet numéro 3, paquet numéro 4. Pour le paquet numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce sont les mêmes cartes que dans la version de base, il n'y a pas de nouvelles cartes. Donc ces cartes-là sont plus ou moins connues des joueurs. Pour le paquet numéro 4, nous allons voir après de quoi il en retourne. Pour la phase numéro 2 de programmation, ici, même règle que dans la version de base. Les joueurs sont obligés de poser des ordres là où ils ont des unités militaires. Il va y avoir pour cette phase des nouveaux jetons qui vont arriver, donc les jetons d'ordre maritime, comme j'avais montré lors de la présentation du matériel. Donc nous allons voir comment on résout ces ordres tout à l'heure un peu plus en détail. Donc voilà, même procédé pour la programmation que dans la version de base. Une fois que tout le monde a posé ses ordres sur la table, nous passons à la phase d'action. Chaque famille retourne l'ensemble de ses ordres et dans l'ordre de la piste du trône de fer, on commence à résoudre les ordres de la même manière que dans la version de base, c'est-à-dire qu'on commence par les raids, ensuite on résout les ordres de marche et on finit par les ordres de consolidation. Alors là où le premier gros changement
va apparaître, ça va être dans les conditions de victoire. Les Targaryens n'ont pas les mêmes conditions de victoire que les 7 autres familles. Là où les familles de base et la famille Aeryn a toujours pour condition de contrôler 7 châteaux et ou forteresses, les Targaryens, eux, vont devoir récupérer des jetons de loyauté. Donc les jetons de loyauté, ce sont ces petits jetons-là qui apparaissent avec la famille Targaryen. Ces jetons-là vont donc être posés sur le plateau, sur des régions, avec l'aide du paquet numéro 4, donc de la phase Westeros. Le but pour les Targaryens va être d'aller récupérer ces jetons sur la carte. Alors, on commence avec un jeton à Port-Réal qui est installé, donc qui est posé lors de la mise en place. Et il y a aussi un jeton loyauté posé sur la région de Pentos. Ce qui fait que, du coup, de par ce jeton imprimé sur la région de Pentos, les Targaryens sont déjà à 1 sur la piste de victoire. À chaque fois qu'ils vont récupérer des jetons, ils augmenteront d'autant la position sur la piste de victoire. Comprenez bien que quand ils ont récupéré un jeton, on ne peut pas leur enlever. Donc un jeton est forcément un pas de plus vers la victoire pour les Targaryens. Excepté pour Pentos, là où le jeton est imprimé donc, sur la carte. Si lors de la partie, une famille vient à prendre le contrôle de Pentos, elle fera réduire de 1 la position sur la piste de victoire des Targaryens. Si par la suite, les Targaryens reprennent le contrôle de Pentos, ils augmenteront de 1 sur la piste de victoire. C'est la seule façon, le contrôle de Pentos, c'est la seule façon de baisser ou d'augmenter la position pour les Targaryens. Pour tout autre jeton loyauté qu'ils ont récupéré, c'est un pas définitif vers la victoire. Donc voilà la première modification, qui n'est pas des moindres, la condition de victoire. Les Targaryens vont jouer différemment. L'intérêt des Targaryens va être différent des autres familles. Le deuxième changement va être l'apparition donc de la banque de fer. Quand je vous ai présenté le matériel, je vous ai dit qu'il y avait donc un paquet de cartes qui représentait, qui allait servir pour la banque de fer. La banque de fer va nous octroyer dans la partie des avantages très, très intéressants, pour peu que nous puissions les payer en pions de pouvoir. Ces avantages sont très divers. Nous pouvons par exemple gagner donc, voilà, des unités, un beau lot d'unités. Nous pouvons obtenir des pions de victoire, donc une bonne quantité de pions de pouvoir, excusez-moi. Nous allons pouvoir améliorer des châteaux en forteresse. Pour ce faire, nous avons aussi donc, des petits jetons forteresse avec au verso un jeton neutre, parce que nous allons pouvoir améliorer des châteaux en forteresse, mais nous allons aussi pouvoir détruire des châteaux. Par exemple, comme sur cette carte, nous allons pouvoir détruire des châteaux. Pour ce faire, si nous avons juste à améliorer un château en forteresse, nous posons ce jeton sur le château, nous l'améliorons en forteresse. Et si c'est pour détruire un château, nous retournons le jeton, nous le posons à l'endroit où nous voulons détruire le château, et le château est rayé de la carte pour la partie. Il y a aussi des jetons, donc ravitaillement et des couronnes pour le pouvoir. C'est pareil, nous avons des cartes qui vont nous permettre de poser des barils et des couronnes dans certaines régions pour pouvoir, lors des phases Westeros, gagner plus de ravitaillement ou plus de jetons de pouvoir. Donc voilà, la banque de fer va quand même nous donner de sérieux avantages. Là où il va y avoir une modification, donc c'est-à-dire qu'au début de chaque tour, avant de tirer les cartes Westeros, nous allons faire avancer les cartes déjà présentes donc sur les 3 emplacements ici vers la gauche. Donc au tour numéro 2,
Au tour numéro 1, nous piochons une carte que nous posons sur l'emplacement le plus à droite. Et à partir du tour numéro 2, si cette carte est toujours présente, on la fait avancer donc, vers la gauche. On pioche une nouvelle carte dessus du paquet que nous posons sur l'emplacement le plus à droite. Et au fur et à mesure des tours, comme ça, nous piochons toujours une carte sur le dessus du paquet et on fait avancer les cartes déjà présentes vers la gauche. Le prix des cartes va être dégressif. On commence avec un prix assez fort de 7 jetons pouvoir pour le premier emplacement, ensuite 4 et ensuite 1. Donc au fur et à mesure que les cartes vont se déplacer vers la gauche, le prix deviendra intéressant. Nous allons pouvoir interagir avec la banque de fer, avec le jeton d'ordre maritime. Je reviendrai tout à l'heure sur la phase d'ordre, la modification pour l'extension. Mais c'est avec ce jeton-là que nous allons pouvoir venir chercher des cartes à la banque de fer. Dernière petite information pour la banque de fer. À chaque fois qu'un joueur ira chercher donc une carte, ira payer une carte à la banque de fer, il va résoudre la carte immédiatement et il va retourner la carte et garder cette carte à côté de lui, donc devant son écran ou à côté de son écran, pour bien montrer au joueur qu'il a acquis une carte à la banque de fer. Ensuite, au début de chaque tour suivant, il devra payer les intérêts. C'est-à-dire qu'au début de chaque tour, après qu'il ait pris une carte à la banque de fer, une ou plusieurs, il devra en début de tour payer l'intérêt, donc payer des jetons pouvoir. Si lors d'un tour, un joueur doit payer des intérêts, mais il ne peut pas payer des intérêts car il n'a pas assez de jetons pouvoir, eh bien, le titulaire de la piste des fiefs choisira une unité militaire à ce joueur qu'il détruira. Donc le tribut peut être assez cher payé si nous ne sommes pas capables de payer les intérêts en début de chaque tour. Voilà pour la banque de fer. Alors, je vais cette fois me pencher un peu plus sur la partie phase de Westeros. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de changement particulier dans cette phase, excepté l'apparition du paquet numéro 4. Pour les phases numéro 1, numéro 2, numéro 3, toutes les cartes, sauf une, donc la carte Bataille des Rois, où il va y avoir une petite modification des règles pour les Targaryens. Toutes les autres cartes se jouent exactement de la même façon que dans le jeu de base. Les Targaryens, toutes les familles sont assujetties aux mêmes règles pour le recrutement, pour le ravitaillement, pour la récolte des jetons de pouvoir. Les Targaryens sont aussi assujettis aux mêmes règles pour les restrictions, que ce soit ne pas jouer d'ordre raid, ne pas jouer d'ordre de consolidation. Là-dessus, il n'y a pas de changement. Par contre, pour la carte Bataille des Rois, il va y avoir un changement. Cette carte nous indique qu'on doit miser pour les 3 pistes. Les Targaryens vont participer, comme tout le monde, à la mise de jetons de pouvoir pour les 3 pistes. Mais on se rend compte que les Targaryens, eux, n'ont pas de petits jetons à l'image de leur famille. Ils ont directement leur blason imprimé sur la dernière piste, sur les 3 dernières places de chaque piste. Lors du jeu, ils ne pourront pas bouger de ces dernières places. Bien qu'ils soient à la dernière place sur la piste Cour du Roi, ils ont quand même 3 étoiles d'imprimé à côté de leur blason. Quoi qu'il arrive dans la partie, ils pourront toujours utiliser 3 jetons d'ordre spéciaux, malgré qu'ils soient à la 3e place. Cet avantage ne pourra pas leur être enlevé. Alors, ils vont quand même participer aux mises, mais ils vont utiliser leurs mises différemment. Là où, pour les 7 autres joueurs, la mise va déterminer normalement la place, le joueur qui a misé le plus sera sur la première position. Les Targaryens, eux,
s'ils ont misé, vont distribuer les jetons qu'ils ont misés aux autres familles. Ils choisissent le nombre de jetons qu'ils donnent à une ou plusieurs familles. La famille qui reçoit les jetons, le ou les jetons, ne peut pas refuser. Donc si, par exemple, lors d'une mise, les Targaryens ont misé 3, elle décide de donner un jeton aux Lannister et 2 jetons aux Martell, ces deux familles-là ne peuvent pas refuser. Donc les Targaryens vont influencer les mises. Ils vont peut-être avoir à leur avantage de déterminer qui sera le plus haut, qui sera le plus bas, d'avantager ou de désavantager des joueurs. Mais eux ne bougeront jamais des dernières positions. Alors, voyons maintenant en détail le paquet donc, numéro 4 de la phase de Westeros. Alors, ce nouveau paquet est composé donc, de 10 cartes qui, cette fois, vont uniquement concerner les Targaryens. Alors, sur chaque carte, il y a en haut donc, de la carte, marqué dans un petit encart jaune, le nom d'une région de Westeros. Ce sera obligatoirement une région de Westeros. Et sur la droite, surligné en jaune, le territoire pour le visualiser plus facilement. Dès qu'une carte sort, tout de suite, nous prenons donc dans la réserve générale un jeton de loyauté Targaryen que nous venons poser sur la région en question. Ici, nous sommes à Salvamer, nous le posons donc sur la région de Salvamer. Si il y a dans cette région des unités militaires adverses, des jetons de pouvoir, ça n'a aucune importance. Le jeton de loyauté n'a pas d'impact, n'a aucun impact sur la région où il est posé. Il ne peut pas être enlevé d'une quelconque façon par les 7 autres familles. Il y a uniquement les Targaryens qui pourront enlever ce jeton en venant conquérir la région en question. Alors, il y a aussi, donc sur les cartes d'événement numéro 4, un petit encart, donc clair en bas à droite, dans lequel il y aura un texte. C'est une action optionnelle pour le Targaryen. Ça va peut-être lui demander de défausser des jetons de pouvoir pour pouvoir poser d'autres jetons de loyauté sur la carte, de sacrifier des unités. Cette action optionnelle sera très diverse et pourra, voilà, on va dire, faciliter un petit peu la victoire avancer un peu la victoire du Targaryen en posant d'autres jetons de loyauté sur la carte. Donc c'est là le moteur du jeu pour les Targaryens. Ils ne gagnent pas avec les châteaux, ils vont devoir aller conquérir les jetons de loyauté qui, à chaque tour, seront posés, donc ça sera un ou plusieurs jetons qui seront posés sur la carte. A noter que sur ces cartes, il n'y a pas de logo sauvageon, donc ces cartes ne feront pas augmenter plus rapidement la menace des sauvageons. Je vous montre une autre carte par exemple où là il y a donc directement 2 régions donc dans les encarts jaunes, donc il y aura 2 jetons de loyauté posés à ce tour là. Il y a juste une carte où vous n'aurez pas de petit encart jaune en haut, mais l'action optionnelle, elle par exemple, va permettre donc, de poser plusieurs jetons de loyauté. Donc voilà pour le paquet événement numéro 4 et pour le moteur du jeu, enfin le moteur en tout cas de la victoire pour les Targaryens. Alors passons maintenant à la phase de programmation. Donc comme énoncé juste avant, il n'y a pas de changement dans les règles de la programmation. Par contre, nous allons avoir l'arrivée avec l'extension de 3 nouveaux ordres maritimes. Donc chaque famille dans l'extension aura donc 3 nouveaux jetons ordres comme ceci. Ce sont des ordres maritimes. Ils seront uniquement résolus s'ils sont posés sur des régions maritimes. Ils peuvent être posés sur des régions terrestres, mais si c'est le cas, ils seront au début de la phase d'action retirés du jeu. Ils ne seront pas résolus. Alors, il y a donc un ordre de soutien, un ordre de marche et un ordre qui va nous permettre d'interagir avec la banque de fer. Quand cet ordre-là est joué,
Quand il sera résolu, je veux dire, il pourra nous permettre d'aller acheter une carte à la banque de fer pour peu qu'il y en ait de disponible. Alors, c'est un ordre qui est résolu lors de la phase de consolidation. On voit que en haut à gauche, il y a le petit symbole de couronne qui correspond au jeton consolidation. Donc il est résolu au moment où on résout les ordres de consolidation. Il est assujetti aux mêmes contraintes que l'ordre de consolidation. C'est-à-dire que dans une région maritime, il peut être retiré si un attaquant s'empare de la zone où est posé ce jeton. Il peut être aussi raidé par un raid dans une zone adjacente à la zone maritime. S'il est raidé, il n'a pas les mêmes contraintes que l'ordre de consolidation de base. Là où dans l'ordre de consolidation de base, quand cet ordre est raidé, donc l'attaquant, le raider, gagne un pion pouvoir de la réserve générale, et le perdant, lui, la personne qui s'est fait raider, perd un jeton pouvoir qu'elle remet dans la réserve générale. Ici, il n'y a pas cette contrainte-là. L'ordre est simplement retiré du jeu sans contrainte particulière. Il est aussi donc résolu toujours dans le même ordre, dans l'ordre de la piste du trône de fer. Donc voilà pour ce nouvel ordre. Les deux autres ordres donc, se résolvent de la même manière qu'un ordre de marche ou un ordre de soutien. Mais ce jeton-là va maintenant nous permettre d'interagir, d'aller acheter à son tour de jeu une carte si de disponible à la banque de fer. Alors voyons maintenant plus en détail la phase d'action. Donc là aussi, lors de la phase d'action, donc de résolution des ordres, les Targaryens vont avoir leurs particularités. La première donc va être les dragons. Les Targaryens ont 3 unités dragons. Ils n'ont cependant pas d'unité d'engin de siège. Les dragons vont plus ou moins remplacer cette unité, mais elles vont être très différentes. La première différence va être la force des dragons. On voit sur la piste ici de contour qu'il y a donc des petits jetons de dragons qui sont placés sur cette piste. À chaque fois que le sablier rencontre un jeton dragon, le jeton dragon vient se poser sur cette piste de gauche vers la droite. Cette piste, c'est la force des dragons. À chaque fois qu'un jeton est posé sur cette piste, il fait augmenter de 1 la force des dragons. Vous comprenez qu'au tour numéro 1, les dragons ont une force de 0. Au tour numéro 5, au tour numéro 10, excusez-moi, les dragons auront une force de 5. Donc ils ont une force variable, mais au tour numéro 10, leur force devient quand même assez terrifiante par rapport aux autres unités. La deuxième particularité des dragons va être leur mobilité. Lors d'une résolution d'ordre, par exemple, si un ordre de marche est posé dans une région où il y a des dragons, eh bien, les dragons vont pouvoir se déplacer différemment des autres unités. Là où les unités de base, fantassins, chevaliers, engins de siège, peuvent se déplacer dans des régions adjacentes, le dragon, lui, va pouvoir voler. Il peut voler dans une région adjacente, mais il peut aussi traverser la carte et arriver directement sur le plateau de Westeros. Par rapport à la région de départ, il subit les mêmes contraintes que dans les règles de base, c'est-à-dire qu'il ne peut pas générer, le départ de la région ne peut pas générer plus d'un combat. Par exemple, les Targaryens ne pourront pas engager ici un combat, et en plus engager ici un autre combat avec les martels. Ils devront, malgré la mobilité des dragons, ils devront choisir quel combat ils engagent ou pas. Mais les dragons peuvent très bien se déplacer dans plusieurs régions libres du plateau de Westeros ou même du plateau d'Essos. Ensuite, si un dragon engage un combat, il n'y a pas d'autres particularités. Les combats
se déroule de la même façon que dans le jeu de base. On calculera simplement la force du dragon à partir de la piste ici, et il sera additionné à la force de combat comme une autre unité standard. Alors, voyons maintenant des règles pour les retraites, les attaques et les retraites des dragons. Imaginons que dans ce cas de figure, le Baratheon ici envahisse cette région-là. Ici. Donc, il va générer un combat dans cette région où il y a un dragon. On va résoudre le combat de la même manière que dans la version dans les règles de base. On voit ici que ce dragon est en soutien. Un dragon peut très bien soutenir un combat dans une région adjacente. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Imaginons maintenant que le combat soit perdu par les Targaryens dans cette région-là. Le dragon devrait donc battre en retraite. Quand un dragon bat en retraite, il ne peut pas voler, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas dire eh bien j'ai perdu dans cette région-là, je vole pour battre en retraite, imaginons de l'autre côté de Westeros. Non, il ne peut pas faire ça. Quand un dragon bat en retraite, il ne peut pas voler, donc il est obligé de retraiter dans une région adjacente. Il ne peut pas retraiter dans celle-ci parce que c'est la zone de départ donc des Baratheons. Il peut retraiter dans celle-ci, elle est libre. Il n'y a pas de jeton pouvoir ni d'unité adverse. Il peut retraiter dans la région de soutien de l'autre dragon. Mais il pourrait aussi, par exemple, utiliser les navires pour pouvoir, comme dans les règles de base, retraiter vers une autre région libre qui serait en adjacence des zones maritimes où il a ses bateaux. Imaginons maintenant qu'un dragon attaque, parte d'ici. Donc c'est le dragon qui attaque et vienne attaquer le Baratheon sur ce territoire. On résout le combat donc, de la même manière que dans les règles de base, toujours, mais cette fois, le dragon perd aussi. Et bien, dans ce cas-là, il peut voler pour retraiter. Car dans les règles de base, il est bien indiqué qu'on doit retraiter dans sa zone donc de départ. Et bien, dans ce cas de force majeure, il peut voler pour retraiter dans sa région de départ. Autre détail pour les règles, des dragons aussi toujours, le dragon, quand il vole, ne peut pas transporter d'unité. S'il vole pour atterrir dans cette région-là, il ne peut pas transporter d'unité dans son vol. Les unités terrestres, elles, restent toujours sur du déplacement terrestre ou maritime, s'il y a des bateaux en adjacence. Mais le dragon ne peut pas transporter d'unité. Voilà pour les règles particulières concernant les dragons. Quand un dragon est désigné comme unité perdue lors d'un combat, il est retiré du jeu. Il n'y a aucune manière de faire revenir un dragon qui a été perdu dans le jeu. Quand un dragon est tué, il est définitivement tué et est sorti du jeu. Pour finir, il y a donc deux petits détails quant à cette extension. Le premier donc, va concerner Braavos. Nous voyons que nous avons donc un petit jeton de force majeure posé sur le territoire de Braavos. Eh bien, si un joueur, lequel que ce soit, prend possession de Braavos, il va retourner le jeton de force neutre Braavos et le garder donc devant lui. Ce jeton va indiquer que le joueur qui contrôle Braavos aura une réduction de -1 sur l'achat, donc une réduction de -1 en jeton pouvoir sur l'achat des cartes à la banque de fer. Ce n'est pas une réduction de -1 sur les intérêts, c'est bien une réduction de -1 sur l'achat des cartes. Cependant, si un autre joueur vient à conquérir Braavos,
Par exemple, admettons que c'était le Baratheon qui était présent qui avait en premier donc, conquis Braavos. Et bien si le Targaryen vient à lui piquer, donc lors d'une bataille, à lui piquer Braavos, eh bien c'est le Targaryen qui va récupérer le jeton de réduction d'achat pour la banque de fer. Donc il peut y avoir un petit enjeu pour Braavos parce que voilà, avec une réduction de -1, bah, la dernière carte sur la piste de la banque de fer ne coûte plus rien. Deuxième petite modification dans les règles, et dernière, va être que maintenant, nous allons pouvoir, chaque joueur va pouvoir offrir des jetons pouvoir à un autre joueur. Là où c'était interdit dans la version de base, nous n'avions pas le droit d'offrir des jetons pouvoir à un autre joueur, ici c'est maintenant possible. Pour ce faire, c'est très simple. Par exemple, imaginons que le Lannister veut offrir des jetons pouvoir au Martell. Eh bien, il prend le nombre de jetons pouvoir choisi dans sa main, il le remet dans la réserve de jetons pouvoir centrale, et le Martell, lui, reprend autant de jetons pouvoir de la réserve centrale qu'il remet donc derrière son écran. Voilà les principaux changements au niveau des règles pour l'extension Mer des Dragons. En dehors de ce que j'ai expliqué, les règles restent toutes les mêmes. Il n'y a pas d'autre changement qui intervient au niveau des règles. Voilà pour l'explication en détail. Pour conclure sur cette extension à 8 joueurs, je la trouve vraiment très très bien faite. L'introduction des Targaryens va vraiment amener une menace qui plane sur tout Westeros. Le fait qu'ils aient des conditions de victoire différentes, par jetons de loyauté qu'ils vont devoir récupérer sur le territoire de Westeros, va vraiment amener une menace qui plane. Comme les jetons pouvoir, les jetons de loyauté vont atterrir un peu au hasard dans les régions, ça va pouvoir mobiliser, démobiliser peut-être des familles, rompre des alliances. Et puis, on ouvre un nouveau territoire à la conquête de Westeros, donc des familles limitrophes comme les Martell, les Baratheon, les Aeryn, même les Stark, vont des fois chercher à s'emparer du territoire des sources, car il y a aussi beaucoup de ressources intéressantes sur Essos, comme du pouvoir, du ravitaillement et des forteresses. Donc voilà, ça va vraiment ouvrir le jeu. Les Targaryens sont vraiment très intéressants à jouer et modifient complètement des fois la stratégie du jeu de base envers les autres familles. Alors, c'est sûr que le fait de jouer à 8 va quand même augmenter le temps de partie du jeu de base qui était déjà assez élevé. C'est vrai que c'est une extension qui est aussi voilà, réservée aux gens qui aiment déjà le jeu de base et n'ont pas peur de passer maintenant peut-être 5 heures en moyenne sur une partie. Mais c'est vraiment très 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 plaisant. Le petit avantage, donc l'avantage qu'offre la banque de fer va permettre d'utiliser les jetons de pouvoir différemment que pour la piste d'influence. Donc ça va être aussi une nouvelle stratégie. Et puis on va vraiment peut-être plus collaborer ensemble. Aussi le fait de pouvoir offrir des jetons de pouvoir à d'autres joueurs va plus jouer sur les alliances, ça va peut-être plus sceller des alliances, ou voilà, on va pouvoir s'unir ou se désunir vis-à-vis de la menace targaryenne. Donc voilà, c'est vraiment une belle extension, toujours dans l'état d'esprit des romans, toujours fidèle à cet état d'esprit. Je trouve ça très 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 important et très bien fait pour ce jeu à 8 joueurs. Voilà pour cette extension à 8 joueurs.
Alors, pour la deuxième partie de cette vidéo, voyons maintenant le module vassal. Alors, le module vassal va nous permettre de jouer donc à moins de 8 joueurs. Ça va remplacer l'option qui permettait de jouer par exemple à moins de 6 joueurs dans la version de base. Ce module-là, vous allez voir, est beaucoup plus interactif et beaucoup plus intéressant. Alors, pour commencer, il va y avoir deux façons de jouer avec les vassaux. La première, c'est si on joue une partie à 4 joueurs ou plus. À ce moment-là, les joueurs présents autour de la table vont se mettre d'accord pour choisir des familles. Les familles qui ne seront pas choisies deviendront donc des familles vassales. A noter que pour une partie à 4 joueurs ou plus, si la famille Targaryen n'est pas choisie, elle ne peut pas devenir vassale. Les Targaryens ne peuvent pas devenir vassales. Ils seront donc simplement, le matériel Targaryen sera retiré donc du jeu, sera remis dans la boîte. Vous pouvez cependant garder le plateau car vous pourrez jouer avec le module de la banque de fer. Mais le territoire d'Essos deviendra inaccessible. Si vous jouez à moins de 4 joueurs, c'est-à-dire juste à 3 joueurs, car on ne peut pas jouer à 2 joueurs, eh bien cette fois, les Targaryens aussi ne seront pas jouables. C'est-à-dire que si on joue à moins de 4 joueurs, il n'y aura finalement que cette famille présente donc sur la carte de Westeros. Pareil, le module, donc le plateau d'Essos ne sera pas accessible et on peut toujours garder ce module de la banque de fer pour jouer avec. Alors, en quoi va consister le module des vassals? Eh bien, comme je le disais, les familles qui ne seront pas choisies deviendront vassales. Nous avons un petit lot de cartes que je vous avais présenté au départ pour aider à l'installation des vassaux. Toute famille qui ne sera pas choisie aura donc en détail la mise en place de ces unités. Pour cette partie, nous allons donc jouer à 8 joueurs, mais les Tyrell, les Baratheon et les Greyjoy n'ont pas été choisis, donc vont devenir vassales. On se réfère à l'installation marquée sur les cartes. Donc là, j'ai au préalable mis l'installation, j'ai installé les unités sur la carte. Et ensuite, nous allons nous reporter à la piste d'influence. Ça va être la première chose à faire. Nous allons d'abord regarder si sur la partie supérieure donc, des pistes d'influence, sur les 3 premières cases de chaque piste d'influence, si il y a une famille vassale en présence. Par exemple, pour la piste trône de fer, on voit que le Baratheon est un vassal et qu'il est dans les 3 premières cases de cette piste. On surélève le jeton et on fait avancer le reste. Sur les 2 autres cases, il y a le Lannister et le Stark qui ne sont pas des vassaux. Donc c'est bon, on peut faire avancer l'ensemble des autres jetons. Et on replace le Baratheon en dernière position. Pour la piste des fiefs, on voit qu'il y a et le Greyjoy et le Tyrell qui sont sur les 3 premières cases. Donc on surélève aussi leurs jetons, on fait avancer le reste, l'ensemble des jetons de cette piste, et nous allons replacer donc ces 2 jetons dans l'ordre préalable et nous les reposons en fin de piste. Pour la piste numéro 3, il n'y a pas de vassaux en présence sur les 3 premières cases, donc nous ne touchons pas à cette piste. Maintenant, chaque joueur, donc chaque titulaire des 3 pistes, peut récupérer le totem qui lui donne du pouvoir. Ensuite, dans la mise en place, les vassaux vont automatiquement être placés sur la position 4 de la piste ravitaillement.
là, j'ai au préalable donc placé le Greyjoy, le Tyrell et le Baratheon sur la piste numéro 4. Et nous allons retirer donc les 3 pions de victoire, les 3 châteaux de la piste de victoire que nous allons placer à côté de la piste pour montrer qu'il y a 3 vassaux disponibles. Nous allons aussi aller prendre donc les petits donc jetons ordre. Il y a 4 familles de jetons ordre, donc il y a avec des étoiles, un triangle, rond et carré. Eh bien nous allons poser devant chaque petit pion de victoire un jeton d'ordre vassal. Voilà pour la mise en place. Alors, avant le premier tour, va venir le moment de choisir les vassaux. Donc, nous avons vu que nous avons 3 vassaux. Donc, nous allons prendre, voilà, au hasard, parmi les 4 lots de jetons vassaux, nous allons en choisir 3, que nous allons répartir par rapport à la piste du trône de fer. Chaque joueur placé au plus haut sur la piste de trône de fer se voit octroyer un lot de jetons ordre vassal. Donc dans cet ordre-là, s'il y a 4 vassaux de disponibles, eh bien il y aura un 4e lot qui sera distribué au 4e joueur placé le plus haut sur la piste du trône de fer. Donc maintenant, ces joueurs en question vont pouvoir choisir un vassal. Vient le tour, donc on commence par le Lannister. Et le Lannister peut choisir parmi les 3 vassaux disponibles un vassal. Par exemple, le Lannister dit bon ben moi j'aurais bien envie de jouer avec les Baratheons. Il prend donc le jeton de victoire des Baratheons qu'il passe devant donc son écran. Il prend le lot de jetons ordre vassal qu'il place dans sa réserve personnelle à côté de ses jetons d'ordre personnel. Ensuite vient le tour donc du Stark qui lui choisit de passer. Ça ne l'intéresse pas de jouer un vassal à ce tour-ci, donc il passe. Pour ce faire, il passe le lot de jetons vassal au joueur suivant. Vient maintenant le tour du Martel qui ne se voit pas jouer 2 vassaux à ce tour-ci, mais choisit quand même d'en prendre un. Il prend un lot, il choisit de jouer avec le Greyjoy, idem, il place le jeton victoire devant son écran, le lot de jetons à côté de sa réserve personnelle. Par contre, il n'a pas envie de jouer avec un 2e vassal, donc il passe. On passe au joueur suivant qui, lui, cette fois, donc on arrive sur le Greyjoy, est un vassal. Le vassal ne peut pas choisir un autre vassal. Donc on continue, idem, il y a ici le Tyrell qui est un vassal. On passe au joueur suivant. Ça arrive à la famille Aeryn. La famille Aeryn n'a pas envie de jouer non plus avec un vassal à ce tour-ci, donc elle choisit de passer. On continue. On arrive sur le Baratheon qui est un vassal, donc on continue, et on arrive en bout de piste sur la famille Targaryen. Le dernier joueur de la piste du trône de fer est obligé d'accepter le ou les vassaux qui arriveraient jusqu'à lui. Donc ici, le Targaryen n'a pas le choix, il est le dernier joueur de la piste, il prend le jeton victoire de la famille Tyrell qu'il place devant son écran avec le lot de jetons. Si plusieurs lots étaient arrivés jusqu'à lui, admettons par exemple que nous étions arrivés ici pour le martel, si ainsi de suite personne n'avait voulu de ces 2 jetons d'ordre, ces 2 lots de jetons d'ordre vassal, ils étaient arrivés jusqu'à la famille Targaryen, le joueur Targaryen aurait été obligé de prendre ces 2 vassaux. Donc il aurait pris, en l'occurrence, les 2 jetons de victoire, Tyrell et Greyjoy, qu'il aurait placés devant son écran.
Donc voilà pour le choix des vassaux. On procède toujours dans l'ordre de la piste du trône de fer. Cette phase-là est valable pour le tour 1, car il n'y a pas de phase Westeros pour le tour 1. À partir du tour 2 et pour tous les autres tours, nous allons d'abord résoudre la phase Westeros, et ensuite, avant la phase donc, de programmation, les joueurs pourront rechoisir les vassaux. À chaque nouveau tour, il y aura à nouveau les vassaux qui seront remis donc, au bord de la piste d'influence, et dans l'ordre de la piste du trône de fer, les joueurs pourront à nouveau rechoisir des vassaux. Donc ça donne une importance supplémentaire à la piste du trône de fer, car être bien placé sur la piste du trône de fer à chaque nouveau tour permet d'être le premier à choisir une famille vassale. Alors, petite parenthèse, pour le cas où vous voudriez faire donc une partie à cette famille et vous ne seriez que 3 joueurs. Donc, dans ce cas-là, on a vu que les Targaryens à 3 joueurs ne faisaient pas partie des familles disponibles. On se retrouverait avec l'ensemble de ces 7 familles. Eh bien, même principe, chaque joueur, chacun des 3 joueurs choisit une famille, se met d'accord pour choisir une famille, et ensuite il va y avoir donc 4 familles qui vont devenir des familles vassales. On procède de la même façon. On regarde ici donc sur les 3 premières pistes, si sur les 3 pistes les plus hautes de chaque piste d'influence, s'il y a des vassaux, on procède de la même façon que précédemment. Même topo pour le ravitaillement et même topo pour les jetons de points de victoire. À l'exception près que, donc cette fois, nous allons nous servir des 4 lots de jetons ordre, mais nous n'allons pas les répartir sur les 4 premières familles de la piste trône de fer. Le 4e vassal, enfin un lot de jetons vassal, sera redonné en plus au premier joueur. Donc dans une partie à 3 joueurs, s'il y a 4 vassaux disponibles, le premier joueur placé sur la piste du trône de fer se verra attribuer 2 lots de jetons ordre vassaux. Donc il pourra, lors du choix, prendre en sa possession peut-être 2 vassaux ou, comme expliqué avant, passer de la même façon. Si, admettons, il passait complètement, il ne choisissait aucun vassal, eh bien c'est le 2e joueur qui, lui, cette fois, même se retrouverait avec 3 lots de jetons vassaux. Donc voilà pour la petite particularité d'une partie à 3 joueurs où il y aurait 4 vassaux disponibles. Le premier joueur placé sur la piste du trône de fer a directement en sa possession 2 lots de jetons ordre. Alors, comment joue-t-on avec les vassaux? Alors pour ce faire, je vais vous expliquer par exemple le déroulement du tour numéro 2 pour qu'on y voit un peu plus clair. Pas le tour numéro 1 car il n'y a pas de phase Westeros. Alors, début du tour numéro 2, donc nous résolvons la phase Westeros. Si les Targaryens ne sont pas présents dans la partie, il n'y a évidemment pas de paquet numéro 4. Nous prenons la carte du dessus de chaque paquet et nous les révélons. Si par exemple à ce moment-là, il y a une attaque de sauvageons. Première particularité, pour les vassaux, ils ne récoltent pas ou ne dépensent pas de pions pouvoir et ne peuvent pas être désignés comme pire enchérisseur pour une éventuelle défaite ou une éventuelle victoire de la phase sauvageon. Donc première particularité à ce niveau-là. Deuxième particularité pour le paquet numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si il y a la carte ravitaillement, les vassaux sont assujettis aux mêmes règles de ravitaillement, aux mêmes contraintes, aux mêmes règles de ravitaillement que les autres familles. Ils bougent sur la piste de ravitaillement et mettent à jour, en tout cas le titulaire, le commandant
du vassal en question met à jour les troupes de son vassal si besoin. Pour une carte donc de récolte de jetons pouvoir, comme je l'ai dit, les vassaux ne récoltent pas de jetons pouvoir car ils n'ont pas lieu d'en dépenser non plus. Si il y a une carte recrutement qui tombe, les vassaux pourront uniquement faire un recrutement dans leur zone de départ, si elle est encore sous leur contrôle. Si elle n'est plus sous leur contrôle, il n'y aura pas de recrutement pour ce vassal. Troisième cas particulier va être pour les pistes d'influence. Les vassaux ne peuvent pas miser pour ces pistes. Donc s'il y a une bataille des rois, les joueurs qui ne sont pas des vassaux vont miser. Si on joue avec les Targaryens pourront, s'ils le souhaitent, donner donc leur jeton pouvoir misé à une famille vassale. Donc on comprend généralement que les vassaux vont plutôt se retrouver en fin de piste, excepté si les Targaryens les aident un peu. Sinon, ça va être le titulaire donc de la piste trône de fer qui va départager ensuite les égalités entre les vassaux. Les vassaux ne pourront pas non plus être titulaires des pions domination. Par exemple, si un vassal, pour quelconque raison, devait se retrouver sur la première piste, la première case d'une des pistes, il n'aurait pas le petit totem en question. Le totem, par exemple, pour la piste des fiefs, passerait au joueur suivant sur cette piste. Donc voilà pour les particularités des vassaux sur la phase Westeros. Les autres événements, que ce soit des restrictions d'ordre à jouer, sont aussi applicables aux vassaux. Donc vient maintenant la phase de programmation. Alors, à cette phase-là, chaque joueur qui a en sa possession un vassal va pouvoir lui attribuer un certain nombre d'ordres. Alors pour ce faire, il prend le petit paquet de 4 jetons ordre à sa disposition, un ou plusieurs forcément s'il a plusieurs vassaux sous sa possession. Et voyons d'un peu plus près donc les ordres. Donc nous avons là un lot de 4 jetons ordre vassal. Il y aura toujours donc une marche plus 0, une défense plus 3, donc il y a un nouvel ordre, et de nouveaux ordres aussi à choix multiples. Un choix par exemple entre un raid, une défense plus 1, ou une défense plus 1, et un nouvel ordre aussi qui va être un ordre de recrutement. Donc là, si cet ordre est posé dans une région où il y a un château et une forteresse, eh bien, les règles de recrutement s'appliquent pour ce vassal. En tout cas, il aura le choix à la phase donc, de consolidation, parce qu'il y a une petite couronne à côté. Il pourra faire, si possible, un recrutement. Donc voilà les ordres qu'ont les commandants à leur disposition. Par exemple, imaginons que ce tour-ci, le Lannister avait pour vassal le Baratheon. Eh bien, il pourrait, parmi ces 4 ordres, en assigner 2, et pas plus de 2, donc ça peut être 1 ou 2, au Baratheon. C'est le Lannister qui choisit parmi ces 4 ordres lesquels il pose sur un ou plusieurs territoires pour le Baratheon. On ne peut pas assigner plus de 2 ordres à un vassal. Si le Lannister avait pour vassal le Baratheon et même le Tyrell, eh bien, il aurait à sa disposition 2 lots de 4 jetons ordre. Parmi un lot, il en choisirait 2 pour le Baratheon, et parmi un autre lot, il en choisirait 2 pour le Tyrell. Ces ordres sont bien posés comme tous les autres ordres, face cachée, et ensuite va venir la phase d'action où nous allons résoudre les ordres. Alors lors de la phase d'action, nous allons principalement suivre les règles du jeu de base, c'est-à-dire que nous allons
résoudre les ordres dans l'ordre de la piste du trône de fer, comme habituellement. D'abord l'ordre de raid, ensuite l'ordre de marche et l'ordre de consolidation. Il n'y a pas de règle particulière pour la résolution des ordres pour le vassal. Quand vient le tour d'un vassal sur la piste du trône de fer, c'est son commandant donc, qui choisit lequel des ordres il veut résoudre en premier ou non. Un ordre peut très bien être aussi retiré si le commandant ne veut pas en résoudre un. La seule petite particularité, c'est qu'un commandant, par exemple, le Lannister est commandant du Baratheon, le Lannister ne peut pas attaquer son vassal. Idem pour l'inverse, un vassal ne peut pas attaquer son commandant. Si un commandant est engagé dans un combat et que le vassal, par un ordre, peut lui apporter son soutien, on applique les règles de base. Là où il va y avoir modification maintenant, c'est si un vassal est lui-même engagé dans un combat. Alors, voyons maintenant comment résoudre un combat qui engagerait un vassal. Alors, on va prendre un cas concret. À ce tour-ci, le Lannister est le commandant du vassal Baratheon. Sur la piste d'ordre, donc du tour sur la piste du trône de fer, c'est au Baratheon de jouer. Il y a bien eu deux ordres, donc deux placés pour le Baratheon. Le Lannister choisit de résoudre donc l'ordre de marche placé à Pendragon et d'y déplacer donc ces unités sur Blancport. Petit aparté, quand un vassal, alors les vassaux ne peuvent pas dépenser ni gagner de pions pouvoir, mais si un vassal quitte une zone et laisse complètement cette zone libre d'unités, il y place obligatoirement un pion de pouvoir pris dans la réserve qu'il place sur ce territoire en question. Là, il a quitté Pendragon, il y a déjà son blason d'imprimé, donc on ne vient pas à nouveau placer un jeton pouvoir. Donc il va y avoir combat mené entre le Baratheon et le Stark. Alors, pour le calcul de la force de combat, on suit dans un premier temps toutes les règles du livret de base. Il n'y a pas de modification pour la force de combat jusqu'à temps qu'on joue les cartes. Par exemple, ici, il y a du soutien. Donc, la famille Aeryn, adjacente à la zone de combat, peut apporter son soutien maritime et son soutien terrestre. Par exemple, elle apporte son soutien au Stark. Il y a ici un autre vassal qui a aussi un ordre de soutien, donc c'est un ordre à choix multiple, mais le Greyjoy n'a pas joué le raid dans la phase de résolution des ordres de raid, donc le soutien est présent et possible à jouer. Le Greyjoy peut apporter son soutien, par exemple, alors c'est le commandant du vassal Greyjoy qui va décider ou non d'apporter son soutien, mais il décide d'apporter son soutien à la famille Baratheon. Donc voilà, on calcule les forces en présence jusqu'au moment où vient le temps de jouer les cartes. Alors, c'est là où il va y avoir une première modification. Les vassaux ont donc à leur disposition un jeu aussi de cette carte, avec au dos le logo des vassaux. Alors pour ce faire, le commandant, donc le Lannister, va mélanger ce paquet de cartes et piocher 3 cartes au hasard. Donc ça va lui faire sa main de cartes pour affronter ici le Stark. Parmi ces 3 cartes, le Lannister en choisit une. Donc il choisit de jouer cette carte-là. Le joueur Stark choisit sa carte et on additionne, comme dans les règles initiales, la force de combat marquée en haut à gauche. On résout le combat, on résout aussi donc les effets de défense et d'épée s'il y a. À la fin du combat, on résout les pertes s'il y a. Imaginons que ce soit le Baratheon qui remporte ce combat. Eh bien, si un vassal remporte un combat, il va y avoir un bonus pour son commandant. Le commandant va gagner un pion de pouvoir de la réserve.
donc le Lannister, ici prend un pion dans la réserve qui va venir placer dans sa réserve personnelle. Voilà pour le déroulement d'un combat qui engagerait le vassal. Il va y avoir une modification au niveau des cartes et une modification pour un petit bonus pour le commandant si le vassal remporte le combat. Si le vassal perd le combat, on suit les règles habituelles. Il y a donc perte, s'il y a perte, les unités sont là où les unités sont détruites, et s'il y a retraite, par exemple ici, le Baratheon va retraiter jusque dans sa zone de départ en mettant les unités en déroute. A noter aussi qu'il est tout à fait possible d'avoir un combat entre deux vassaux. Par exemple ici, le Baratheon s'est déplacé sur un territoire Greyjoy. Le Baratheon est toujours sous le commandement du Lannister et lui, le Greyjoy, est sous le commandement de la famille Martell. Eh bien, comme tout à l'heure, nous calculons donc la force de combat des unités et des divers ordres. Quand viendra le moment de jouer les cartes, eh bien, on prend le paquet de cette carte, on le mélange, et d'abord, dans l'ordre de la piste du trône de fer, les joueurs vont tirer les cartes. Donc ici, c'est le Lannister qui est le premier. Il va tirer 3 cartes. Le Martell, lui, est en 3e position. Il tirera 3 cartes après le Lannister. Ensuite, chaque commandant parmi ces 3 cartes va en jouer une et on va calculer la force de combat finale. Voilà pour le déroulement d'un combat qui engagerait 2 vassaux. Voilà, c'est fini pour l'explication détaillée donc, de ce module. Dernière petite précision, un vassal ne peut pas remporter la partie quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si ça peut se présenter, en tout cas pour moi ça ne s'est jamais présenté, mais en tout cas si un vassal a les conditions requises pour remporter la partie, il ne peut pas remporter la partie. Il n'y a que les commandants qui pourront remporter la partie. Donc néanmoins, je trouve quand même ce module quand même très intéressant pour des parties à moins de 8 joueurs, à moins de 6 joueurs, jusqu'à 3 joueurs. Ça amène beaucoup plus d'interaction que la possibilité de jouer à moins de 6 joueurs qui est dans la version de base, où il y a juste des jetons de force neutre posés là où les familles ne jouent pas. Voilà, ce qui crée quand même un espace vital certaines fois complètement déséquilibré, des gros rushs dans la région ou les régions où il y a des jetons de force neutre. Ici, il y a des unités en place. Donc en plus, quand on joue un vassal, généralement, il y a quand même un peu plus d'unités présentes sur son territoire. Donc c'est une belle option. En plus, la piste donc, du trône de fer devient aussi importante parce qu'à chaque tour, les vassaux vont changer. Donc voilà, l'interaction est beaucoup plus présente avec ce module dans cette extension. C'est vraiment une belle trouvaille et c'est très plaisant à jouer. Donc voilà pour cette vidéo. Pour cette extension donc Mer des Dragons, pour la seconde édition du plateau le Trône de Fer. Donc c'est vraiment une belle extension au final, pour un prix en moyenne autour de 40 €. Si vous êtes vraiment fan donc, du jeu de plateau de base, c'est une extension qui renouvelle vraiment beaucoup le jeu. Le fait d'y jouer à 8, oui, va rallonger beaucoup le temps de jeu, mais bon, pour les passionnés, c'est vraiment très plaisant. Et ce module donc des vassaux, qui peut lui aussi donc s'additionner au jeu de base, hein. On peut jouer avec les vassaux uniquement avec le jeu de base et les règles du jeu de base, il n'y a pas de contre-indication. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette extension. Et je vous la conseille. Voilà, la mer des dragons.